Ah bah c'est déjà dessus. Ok, on est bon. Alors, donc on m'a demandé Docteur Benani m'a demandé de parler des enfants nés petits pour l'âge gestationnel, leur croissance et leur suivi. Voilà, merci monsieur. Donc j'ai mis, je parle de croissance, là j'ai mis mes liens d'intérêt parce que je vais bien évidemment parler d'hormones de croissance et donc je travaille avec la plupart des laboratoires je fais de la recherche avec la plupart des laboratoires qui produisent l'hormone de croissance. Donc, on va commencer par ce petit cas clinique sur lequel il y aura une question après. Donc, vous avez une petite fille qui est née avec un gros retard de croissance intra-utérin, à 1,9 kg à 38 semaines, un placenta qui était dit calcifié, et la maman qui fumait pendant la grossesse. Donc, on avait déjà un certain nombre d'étiologies qui étaient évoquées pour elle pour son retard de croissance. Elle est très bien suivie, et c'est une enfant qui est plutôt vive, etc. Ça fait souvent cette impression-là, les enfants qui sont nés avec un grand retard de croissance intra-utérin et qui sont petits, parce qu'il y a un décalage entre la taille et l'âge. À la maison, comme elle est toute maigre, à la maison, il y a une fixation, enfin, tout tourne autour de la nourriture pour elle, mais du coup, tout le foyer familial est centré sur cette question que l'enfant ne mange rien et qu'elle grandit pas, etc. Donc, le pédiatre qui avait déjà fait pas mal de choses pour ce retard de croissance me l'envoie quand elle est à -3 déviations standard, ce qui lui a permis d'éliminer toutes les pathologies pédiatriques qui peuvent retentir sur la nutrition et la croissance chez les enfants petits. Il a fait un bilan extensif, il a trouvé une IGF-1 un peu basse, mais comme elle est très très maigre, ça peut expliquer. Il a fait un cariotype qui est normal, c'est pas un syndrome de Turner. Donc vous avez sa courbe à droite qui montre bien le point là où on la voit là. Alors, on va faire le quiz. Donc j'ai 3 propositions à vous. Voilà, dites-moi celle que vous préférez. Je donne des conseils de nutrition et de suivi de la croissance pour cet enfant en disant, de toute façon, on ne fera rien avant l'âge de 4 ans. Donc voilà, il faut la faire manger, etc. Deuxième proposition, je prescris des tests de stimulation de l'hormone de croissance. Et donc j'attends les résultats. Troisième proposition, j'évoque les pathologies de la croissance fœtale, donc des pathologies spécifiques. Je vous rappelle qu'il y avait tout un contexte déjà autour de ce RCIU. Et j'envisage un éventuel traitement par hormone de croissance à court terme. Donc là, on a déjà 26 votants. Je vous demande d'en choisir une sur celle que vous préférez. Donc, on a une bataille entre je fais des tests et j'évoque d'autres diagnostics et puis éventuellement je traite d'emblée. Donc moi je serais plutôt partante aussi pour la proposition rouge. Attendez, j'ai pas appuyé sur le bon truc. Voilà. Moi, je suis plutôt partante aussi pour la question de un retard de croissance sévère, absence de rattrapage avec retard sur un RCIU sévère. Même si on a un placenta calcifié, il va falloir chercher d'autres pathologies quand même. Ça peut être, on peut avoir, on a la possibilité, on peut commencer l'hormone de croissance plus tôt quand c'est nécessaire, quand il y a un déficit musculaire, un risque hypoglycémique chez ces enfants qui sont des tout petits gabarits, des enfants qui ne mangent rien. Donc, la taille, même avec ou sans RCIU, la taille à -3 déviations standard, alors que les parents sont de taille normale, doit faire évoquer un diagnostic d'une pathologie organique. Et donc, il faut faire une recherche étiologique. Et comme je vous disais, ces enfants qui n'ont pas de réserve musculaire, pas de réserve hépatique en glycogène, ont une tendance à faire des hypoglycémies de jeûne très facilement. Et donc ça peut être une indication à commencer un traitement plus tôt. Donc c'est pour ça que je me suis permise de dire, moi je partirai plutôt dans cette direction-là. Donc c'est quoi une hypotrophie? Donc small pour petit pour l'âge gestationnel. Excusez-moi, j'utilise RCIU, mais c'est pas le bon terme. On doit vraiment parler de petit pour l'âge gestationnel. Donc on a une définition qui est très pratique quand on n'a pas de mensuration, qui est la définition de l'OMS. Donc c'est inférieur à 2,5 kg, quel que soit le terme.
Et donc ça va représenter une partie importante de la population des enfants qu'on peut voir. Quand il y a eu un retard de croissance intra-utérin, et sinon c'est inférieur à -2 déviations standards pour les références de votre pays. On peut utiliser aussi le 3e ou le 5e percentile. Les in utero, les gynécos, les obstétriciens utilisent plutôt le 10e percentile sur leur courbe pour définir une hypotrophie. En endocrinopédiatrie, ça ferait un tel grand groupe ça représenterait tellement de patients qu'on a réduit, on est plutôt sur 3e, 5e percentile. Et donc, il faut utiliser des courbes de référence qui vont vous permettre, en fonction du terme, de dire si l'enfant est petit pour l'âge gestationnel ou pas. Et donc, du coup, comme c'est une définition statistique, le nombre d'enfants est connu, défini et est important. Donc en Europe, pour les enfants de moins de 2,5 kg, ça représente à peu près 9% de la population des enfants qui naissent. Donc c'est tout de même relativement important. Si vous regardez l'Afrique subsaharienne, c'est plutôt 12%. Donc c'est un enfant sur 10 qui naît qui va peser moins de 2,5 kg. Et si vous utilisez la définition avec les dérivations standards, inférieur à -2 DS, c'est 5%, inférieur à -2,5, c'est 2,5% de la population. Donc en France, 2,5%, inférieur à -2,5 DS, ça représente 17 500 nouveau-nés par an qui naissent avec une petite taille pour l'âge gestationnel. Donc c'est un nombre important. Alors, quelles vont être les conséquences de cette hypotrophie? C'était la question qui était posée par le docteur Benani. Alors, il y a des conséquences immédiates. Quand on est hypotrophe, on fait plus de détresse respiratoire, plus d'HTAP, plus d'hypoglycémie. Il y a plus de malformations associées, en particulier l'hypospad, à toujours bien regarder. Globalement, il y a plus de morbimortalité. Ensuite, il y a la question qu'on va avoir un certain nombre d'enfants, et je vais juste l'aborder rapidement, qui ne vont pas rattraper ce retard de croissance qu'ils ont à la naissance. Donc, c'est une autre conséquence. Et ensuite, il y a des conséquences sur le long terme qui sont plus des conséquences métaboliques, puisque le fait d'avoir eu un RCIU in utero et d'être né petit pour l'âge gestationnel va avoir une tendance à faire un développement de pilosité pubienne précoce, règles plutôt relativement jeunes, syndrome métabolique, prise de poids, hypertension artérielle chez l'adulte. Donc il y a des vraies conséquences. On n'est pas uniquement dans une pathologie qui touche le nouveau-né, qui n'intéresse que les néonatologues. On est sur une vue plus longitudinale de cette pathologie qui est présente à la naissance.